Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Visite US, Macron humilié par Donald Trump et traître à l'Union européenne. Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours par remercier ceux qui m'ont permis justement de produire cet entretien, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Yvette Poré, Alcaline, Philippe Bohen, Farisme et ma chère Françoise Oriot. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Macron dans le piège américain. Eh bien, afin de limiter l'humiliation qui attend Emmanuel Macron à Washington, les médias aux ordres bombardent les plateaux de télévision d'un nouveau narratif. Macron va faire fléchir Donald Trump, comme sur le plateau du Figaro TV. L'ambassadeur polonais à Paris annonce que son pays n'est pas favorable à l'envoi de troupes au sol en Ukraine, mais croit encore à un possible infléchissement de la position américaine grâce notamment à la force de persuasion d'Emmanuel Macron. La bonne blague. Mais il faut être juste, cet ambassadeur polonais ne peut pas répondre autre chose. Sans cela, il serait très désagréable à Paris et donc peu diplomate. C'est le journaliste qui use ce genre de stratagème pour faire le buzz et alimenter le narratif. Et oui, sur BFM et LCI, les journalistes annoncent qu'Emmanuel Macron a les moyens de faire plier Donald Trump. Mais pourquoi un tel bobard? Eh bien, il faut faire oublier aux Français que Macron a lié le destin de l'Ukraine à celui de la France. Nous sommes en mars 2024. Emmanuel Macron, 20h, le chef de l'État, lie le destin de l'Ukraine à celui de la France. Durant plus de 36 minutes, le président a insisté sur la nécessité d'empêcher la Russie de gagner en Ukraine en mettant l'accent sur la gravité de la situation. Et par sa faute, notre pays a fourni des canons, des avions, des missiles longue portée à l'Ukraine. Nous avons formé des pilotes, nous avons formé des brigades ukrainiennes, Anne de Kiev. Et Emmanuel Macron a plaidé pour l'envoi de troupes au sol. Et même, il a menacé de l'arme nucléaire. Ah, la fameuse ambiguïté stratégique. La France a dépensé au bas mot plus de 50 milliards. C'est cette lourde addition qu'il faut effacer des mémoires des Français. Et quel revirement en quelques semaines. Guerre en Ukraine, Macron met en garde contre une paix qui serait une capitulation. Et lundi, depuis la Maison-Blanche, Emmanuel Macron plaide la cause de l'Ukraine et d'une paix durable face à Donald Trump. Emmanuel Macron rencontre Donald Trump ce lundi à Washington, alors que ce dernier a estimé récemment que l'Ukraine était responsable de la guerre avec la Russie. Avec Macron, rien ne change. De la com, de l'esbrouf, bref, sa forfanterie habituelle, il essaie de faire oublier le désastre de sa politique belliciste. Et pendant ce temps-là, les Européens à Kiev essaient de soutenir Zelensky en lui donnant une forme de légitimité avant les négociations. Les dirigeants occidentaux s'engagent à soutenir Kiev alors que l'aide américaine pourrait diminuer, voire disparaître. C'est ainsi que l'Union européenne annonce une aide de 3,5 milliards d'euros à Kiev. Et hop, avec notre argent en direct de Kiev, Pustula vient d'annoncer un nouveau chèque de 3,5 milliards d'euros pour l'Ukraine, de Zelensky. Cela signifie au bas mot 700 millions payés par les Français, dans le seul but d'entretenir la guerre et bien évidemment la corruption. Mais les européistes oublient un petit détail. Ce sont les Américains qui tirent les ficelles du pantin Zelensky. Et là, quick, une paire de ciseaux. C'est une gifle, ces jours sont comptés. Le Parlement ukrainien sonne le glas de la présidence Zelensky. Les députés ont rejeté un texte stipulant que le chef d'État pouvait exercer ses pouvoirs jusqu'à ce que le nouveau président élu de l'Ukraine prenne ses fonctions. Ce qui signifie concrètement qu'il n'a pas suffisamment de soutien à la Rada, le Parlement ukrainien, pour rester au pouvoir sans organiser de nouvelles élections. Le vote, qui s'est tenu en présence d'observateurs européens, est en outre un camouflet pour l'Union européenne qui va désormais avoir bien du mal à défendre la légitimité du président sans mandat.
Zelensky part, il n'y aura pas de mandat indéfini, commente son ex-conseiller Oleksiy Arestovitch, selon qui la messe est dite pour le comédien. Et c'est dans ces conditions qu'Emmanuel Macron se rend à Washington. Et il va être humilié à son tour comme jamais. Humiliation diplomatique, une définition. Alors qu'Emmanuel Macron était venu expliquer à Donald Trump que l'Union européenne refusait qu'un accord soit signé sans elle, voilà la réponse du président américain. Zelensky viendra peut-être cette semaine ou la semaine prochaine pour signer l'accord de paix. Il y a peut-être une question que vous posez. Pourquoi Trump a-t-il besoin d'inviter ce guignol de Macron? Il ne compte plus, comme Starmer. Pour une raison que tout le monde a oubliée, la France reste une grande puissance car elle a un droit de veto à l'ONU. Elle pourrait faire capoter le plan de paix de Donald Trump. Et Macron s'est couché, je vais vous le montrer. Mais quel dossier a sorti Donald Trump contre Emmanuel Macron? Mystère, mais les faits sont là. Les États-Unis saluent un accord historique au Conseil de sécurité de l'ONU cette nuit. La résolution américaine adoptée lundi par le Conseil de sécurité de l'ONU avec le soutien de la Russie est un accord historique, a salué l'ambassadrice américaine par intérim Dorothy Shih. À l'ONU, les États-Unis donc votent avec la Russie, refusant de soutenir l'Ukraine. La France et l'Angleterre ne mettent pas leur veto. C'est la capitulation d'Emmanuel Macron. La nuit du 24 au 25 février a été longue à l'ONU. D'abord, il y a eu une première résolution qui a été votée, qui avait été proposée par l'Ukraine, condamnant la Russie. Cette résolution, selon les experts, avait pour but de sauver la face de l'Union européenne. Ensuite, les Américains proposent une autre résolution, toujours sur l'Ukraine, mais cette fois-ci pour une paix universelle. Cette résolution est attaquée par les Européens, elle est amendée pour faire en sorte que la Russie soit présentée comme l'agresseur. Mais voilà, le Conseil de sécurité se réunit pour voter cette résolution américaine. Voilà, les États-Unis ont présenté donc leur propre projet de résolution sur la crise ukrainienne avec un appel universel à la paix. Mais le texte américain original a ensuite été soumis au Conseil de sécurité où les États-Unis ont cette fois enregistré une grande victoire. Nous sommes fiers que le Conseil de sécurité ait adopté un accord historique, un jalon, le premier en 3 ans, a salué l'ambassadrice américaine par intérim Dorothy Shih, alors que le Conseil était paralysé jusqu'alors sur ce dossier par le droit de veto russe. Cette résolution représente un chemin vers la paix. Ce n'est pas un accord de paix qui coûte quoi que ce soit, a-t-elle également justifié. Après le rejet de tous les amendements proposés par les 4 membres de l'Union européenne, France, Slovénie, Grèce, Danemark, et le Royaume-Uni, pour introduire une référence à l'agression russe et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la résolution a été adoptée par 10 voix pour et aucune contre. Les 5 mêmes pays européens se sont abstenus, y compris la France et le Royaume-Uni, qui auraient pu choisir de bloquer l'adoption en utilisant leur veto pour la première fois depuis 1989. Oui, c'est énorme. Les Américains sont légitimés par cette résolution pour mener les discussions de paix. La Russie n'est plus l'agresseur et la Russie pourra conserver de facto les territoires conquis. Grande victoire pour les Russes et les Américains et une très lourde défaite pour l'Union européenne qui boit le calice jusqu'à la lie parce que les voix européennes, en quelque sorte, ont été mêlées avec celles de la Russie. Et quel sera le lot de consolation pour tous ces Européens? Manifestement de payer les dettes des Ukrainiens. Donald Trump, aujourd'hui le président français Emmanuel Macron, m'a rejoint dans le bureau Oval pour s'adresser au sommet du G7. La réunion a été convoquée par le gouverneur du Canada, Justin Trudeau, qui préside actuellement le G7 pour célébrer le 3e anniversaire de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui n'aurait jamais commencé si j'avais été président. Tout le monde a exprimé son souhait de voir la guerre se terminer. Et j'ai souligné l'importance de l'accord vital sur les minéraux critiques et les terres rares entre les USA et l'Ukraine, qui, nous l'espérons, sera signé très bientôt. Cet accord, qui est un partenariat économique, permettra au peuple américain de récupérer les dizaines de milliards de dollars et les équipements militaires envoyés à l'Ukraine, tout en aidant l'économie ukrainienne à se développer à mesure que cette guerre brutale et sauvage prend fin. Parallèlement, je mène des discussions sérieuses avec le président russe Vladimir Poutine au sujet de la fin de la guerre
et des grandes transactions de développement économique qui auront lieu entre les États-Unis et la Russie. Les pourparlers avancent très bien. Voilà, pendant que les Américains vont se gaver de terres rares et de minéraux, les Européens recevront des clous. Emmanuel Macron ne peut pas accepter cela. Eh bien, si. Emmanuel Macron reconnaît que les États-Unis bénéficieront en priorité des minerais critiques et des terres rares ukrainiens. Donc pour tous les équipements militaires que nous avons donnés à l'Ukraine, qu'est-ce que nous allons recevoir en échange? Des fans de radis. Et pour tous les milliards dépensés par les Français sur leurs impôts alors qu'il y a un déficit budgétaire, que les taxes augmentent, eh bien les Français recevront en échange des clopinettes. Macron, c'est un châtiment du ciel. Oui, une humiliation totale, nous dit Georges Fenech. J'ai honte à propos de la place de la France et de l'Europe dans les négociations pour la paix en Ukraine, c'était dans l'heure des pros. Je pense que l'on peut se lamenter parce que si nous avions eu un vrai président de la République, pas une marionnette du World Economic Forum, eh bien on aurait conservé des relations chaleureuses avec la Russie, on aurait préservé nos exportations vers la Russie, on aurait acheté à la Russie un prix en dessous du marché pour le gaz et le pétrole russe. Et aujourd'hui, ce président organiserait la paix entre la Russie et l'Ukraine. Et au lieu de cela, il ne reste plus que la honte diplomatique et des dettes. Emmanuel Macron, guerre en Ukraine. Emmanuel Macron estime qu'une trêve pourrait être conclue dans les semaines à venir. Capitulation, article du Monde. Oui, c'est la grande terreur des européistes. Nous connaissons le poudré, il use de l'antiphrase. C'est donc bien une capitulation et en rase campagne. Certains en douteraient-ils qu'ils regardent la photo officielle de la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron? Trump est tout sourire et Macron est crispé, cela a dû faire très mal. Élection en Allemagne, l'AfD tutoie les 21%. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle? Pas vraiment lorsqu'on regarde la composition de la Chambre des députés du Bundestag en Allemagne. La CDU-CSU, 208 députés. Les Verts, 85 et le SPD, 120 députés. Certains se consolent en expliquant que c'est une victoire historique, qu'ils n'ont jamais eu autant de députés, que l'ex-RDA a voté massivement pour l'AfD. Mais il faut regarder la réalité en face. Tout y est. Le parfait globaliste Friedrich Merz, favorable comme Macron à la disparition des États-nations, va devenir, avec un score modeste, le futur chancelier d'Allemagne, sans jamais avoir été ministre, étant jugé peu fiable par Angela Merkel. C'est également un ancien de chez BlackRock et très proche du World Economic Forum. Macron en est tout soulagé, c'est dire. François Bayrou suite, l'affaire rebondit. Après le scandale de Betaram, le média Blast révèle que François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale, a enterré un autre scandale de sévices sur mineurs. Cette fois, il s'agit d'une affaire d'agression sexuelle sur 2 enfants. C'est le Midi Libre qui a révélé l'affaire. Il y a des moments où il faut savoir se taire. François Bayrou aurait étouffé une autre affaire d'agression sexuelle sur des enfants. À gauche, on exige la démission de François Bayrou et on pousse pour qu'il soit entendu devant la commission sur la prévention des violences dans les établissements publics. Affaire de Betaram, l'Assemblée nationale vote la création d'une commission d'enquête sur la prévention des violences dans les établissements scolaires. Les députés veulent faire la lumière sur le contrôle de l'État, alors que le Premier ministre, François Bayrou, est critiqué pour son inaction face à des faits de violence physique et sexuelle dans cet établissement privé des Pyrénées-Atlantiques, dont il dément avoir eu connaissance. À droite, certains politiques ou militants dénoncent la récupération politique de la gauche du scandale Betaram et pointent du doigt leur silence coupable sur d'autres affaires, notamment sur le cas Cottineau. Libération protège-t-il les monstres de gauche? En 4 mois, Libé n'a pas sorti un article sur Pierre-Alain Cottineau, ancien candidat de la France Insoumise, suspecté d'être à la tête d'un réseau d'agresseurs sexuels sur enfants. En revanche, le journal a sorti 63 articles sur Betaram. Et c'est là où l'on mesure que nous nous décivilisons.
plus aucune idée de la justice. Oui, selon ces journalistes, la justice est tribale, hein. On protège le criminel de gauche et on accuse le criminel de droite. Non, lorsqu'on aime la justice, un criminel n'est ni de droite ni de gauche, c'est un criminel. Et vous comprenez mieux pourquoi d'ailleurs rien ne bouge en France. Ils se tiennent tous par la barbichette. Si tu sors le scandale Bayrou, eh bien moi je te sors Cottineau. C'est une abomination. Et derrière, il y a bien évidemment des victimes et des prédateurs protégés. Et pour bien comprendre notre système politique, retour sur le financement des lycées d'Île-de-France dans les années 90. Chargé des lycées depuis les premières lois de décentralisation, le conseil régional dirigé par le RPR et dont le président à l'époque était Michel Giraud, engage entre 1988 et 1997 24 milliards de francs de travaux de rénovation, extension et construction dans 471 établissements. Sur ces montants, il est prélevé 2% de commissions occultes, des pots de vin, de la corruption, que se partagent les grands partis politiques. Selon l'accusation, les entreprises qui se voient attribuer des marchés de construction des lycées d'Île-de-France doivent reverser donc 2% de leur montant aux partis suivants: RPR, PS, Parti républicain et Parti communiste. En 5 ans, pour la seule période comprise entre 1990 et 1995, le RPR recevra 53 millions de francs, le PS arrive en deuxième position avec 46,7 millions, suivi du Parti républicain 32,6 millions et le PSCF 21 millions. Soit au total près de 200 millions de francs versés par les grands groupes Bouygues, Eiffage, Spies-Batignolles, Suez et Général des Eaux. Seuls les Verts à l'origine de la plainte et le Front National n'ont pas participé à ce détournement. Certains pourraient me rétorquer que ces pratiques sont révolues, elles appartiennent au passé. Et c'est certainement un hasard si le PS, les LAREM et les LR ont soutenu les politiques sanitaires très favorables au Big Pharma. C'est un hasard, hein, certainement, et ce sont tous ces politiques des amoureux de la science. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec un prix spécial du journaliste le plus aux ordres. Télémouton au top de la propagande. Macron aurait retourné Donald Trump selon Ulysse Gosset. Eh bien, lorsque l'on regarde la photo officielle, on voit qui est crispé. Vous savez peut-être que Mohamed Amra, le tueur en cavale, a été arrêté en Roumanie. Il s'était fait une teinture rousse. Dictavenir, Emmanuel Macron a été interpellé après 7 ans de cavale interminable. Oui, on aimerait bien. Plantu sur Mohamed Amra, il aurait raté sa teinture. Les gauchistes, c'est encore à cause de l'extrême droite. C'est une caricature à peine sur LCI. Cette magistrate est en train d'expliquer sur LCI que faire pointer tous les jours le terroriste de Mulhouse a pu le pousser à passer à l'acte car c'était vécu comme une humiliation. Il y a un moment où il va falloir arrêter de l'inviter, cette collègue qui ne représente plus qu'elle-même et fait du tort à la profession. Encore plus fort, sur LCI, terrible, tout LCI depuis 3 ans résumé dans cette phrase hier soir. On peut rester optimiste, la guerre peut continuer. Et oui, selon ces vampires, il n'y a pas eu suffisamment de morts, de blessés, d'orphelins, de veuves, d'invalides, de gens écrabouillés. Et on dit que tous ces experts touchent 400 € par soirée sur LCI pour balancer ces abominations. Si tu es président et tu n'as pas humilié Emmanuel Macron, tu as raté ta vie. Vladimir Poutine, le président chinois, et Donald Trump. Et il faudrait ajouter tous les présidents africains, le brésilien Bolsonaro, les présidents du Maghreb. Oui, Macron, ce n'est plus un président, c'est un paillasson. Hier, pas d'entretien, mais un salon de conversation sur une conférence qui avait été organisée par le mouvement politique citoyen de Philippe Murer. Des invités prestigieux pour débattre du Frexit et de la souveraineté, Henri Guénaud, Thierry Mariani, Jean-Frédéric Poisson, Azalbert de François, Frédéric Égouy, journaliste indépendant, et les autres. Et puis j'ai ajouté à cette conférence l'analyse de notre ami Fred, le parisiaste, sur le moment hamiltonien. Vous êtes nombreux à vouloir voir ces extraits de cette conférence. Je vais la rendre disponible donc en clair ce soir. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.